Vous avez choisi RTI 1, vous faites bien. Voici les titres de votre édition de 20h. L'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire a été reçu aujourd'hui par le président de la République. Le diplomate allemand est en fin de mission. Il est allé faire ses adieux au président Alassane Ouattara avant son départ d'Abidjan. La Côte d'Ivoire partage son expérience en matière de désarmement et de sortie de crise à l'ONU. L'État ivoirien est présenté comme un modèle de réussite. Fidel Sarasoro, ancien patron de l'ADS, est prononcé devant le département de maintien de la paix des Nations Unies. Le Ramadan tire à sa fin. Nous parlerons donc dans ce 20h de l'obligation de la Zakat el-Fitr ou aumône de la purification du jeûne. Pourquoi faire cette aumône? Comment la faire et à quel moment? Réponse tout à l'heure. Soyez les bienvenus dans ce 20h. Nous commençons tout de suite par le palais de la présidence de la République où l'ambassadeur d'Allemagne en Côte d'Ivoire, qui est en fin de mission, est allé faire ses adieux au président de la République, Alassane Ouattara. On fait le point avec notre reporter Awa Touré. L'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, Dr Klaus Bernard, en fin de mission, est venu faire au président de la République Alassane Ouattara le point sur la coopération ivoiro-allemande. Le docteur Klaus Bernard s'est dit heureux d'avoir contribué au renforcement des relations entre la Côte d'Ivoire et son pays. J'ai eu le privilège de témoigner 3 ans de progrès économique, politique, démocratique, mais aussi social dans la Côte d'Ivoire. Et je suis fier que l'Allemagne, qui est un partenaire de la Côte d'Ivoire, a pu contribuer à cette émergence. Pendant mon séjour, il y avait beaucoup de moments de grand bonheur. Je pense par exemple à mes visites dans les écoles de la Côte d'Ivoire où il n'y a pas moins que 250 000 des élèves qui apprennent l'allemand. Il y avait évidemment aussi des points sombres. Je pense à l'attentat des terroristes à Grand Bassam le 13 mars 2016 où la directrice du Goethe-Institut était une des victimes de cet attentat. En général, je pars avec un grand sentiment de reconnaissance et je suis sûr que je vais revenir ici en Côte d'Ivoire comme personne privée. En Côte d'Ivoire, depuis 2014, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a par ailleurs indiqué qu'il part avec le sentiment du devoir accompli. Le vice-président de la République a échangé aujourd'hui avec le président du Conseil français des investisseurs en Afrique sur le programme de renforcement des compétences en Afrique. C'est un programme qui vise l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes. Et toujours dans le domaine de la formation, le vice-président Daniel Kablan-Duncan s'est entretenu avec le directeur Afrique de HEC qui va mettre en œuvre le programme de renforcement des capacités des agents de l'administration. Le Premier ministre ivoirien Amadou Gon Coulibaly a également reçu cet après-midi le président directeur général du groupe Olam. Le groupe Olam est une multinationale singapourienne spécialisée dans l'agroalimentaire dont la vocation est la transformation de la noix de cajou. Le groupe Olam est installé dans 70 pays et opère dans divers secteurs. Il est notamment très présent dans le cacao, le café et le coton. Le nouveau président de la conférence épiscopale, Monseigneur Ignace Bessi, a été reçu aujourd'hui par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko. L'entretien a porté sur la collaboration entre la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire et le gouvernement ivoirien pour la paix et la stabilité du pays. On en sait plus avec Michel Digré. Nous sommes là pour présenter à notre ministre de tutelle le nouveau président de la conférence épiscopale, mon successeur, Monseigneur Bessi. Le nouveau président de la conférence épiscopale de Côte d'Ivoire est l'évêque de Katiola depuis 2004. Monseigneur Ignace Bessi dirige également la commission épiscopale de l'action catholique et de l'apostolat des laïcs en charge
de la gestion du Fonds national catholique. Les échanges entre le ministre d'État Ahmed Bakayoko et la délégation de la conférence épiscopale ont porté également sur la collaboration entre l'Église catholique et l'État dans le respect de chaque institution, mais pour le bien de la nation. L'Église est au service de l'homme et vivant dans la société humaine, elle est donc au service de cette société. Et donc nous avons dit au ministre que nous sommes disponibles en tant qu'Église à accompagner notre pays dans la recherche de la paix pour que cette paix soit le terreau sur lequel le développement de notre pays se construit et se construira. Donc nous sommes totalement ouverts au dialogue et nous avons admiré le fait que le ministre, membre du gouvernement, soit aussi ouvert à ce dialogue. Ensemble, nous travaillons main dans la main pour conduire notre pays sur le chemin du développement. Et plus loin, aux États-Unis d'Amérique, la Côte d'Ivoire partage son expérience en matière de désarmement et de sortie de crise. Fidel Sarasoro, ancien directeur général de l'ADDR, était devant le département de maintien de la paix des Nations Unies. Selon l'ONU, la Côte d'Ivoire est un exemple de réussite en matière de désarmement, démobilisation et de réinsertion. Le reportage d'Herman Guivi. La Côte d'Ivoire invité à partager son expérience aux Nations Unies en matière de DDR, désarmement, démobilisation et réintégration. Nous avions trois approches. L'approche classique fixe dans des camps, l'approche mobile où nous donnions rendez-vous à des ex-combattants dans des endroits et nous pouvions récupérer leurs armes, et l'approche communautaire. Les éléments clés qui ont permis à ce processus, cette impulsion, la volonté politique au plus haut niveau. Le Conseil national de sécurité, instance qui est présidée par le chef de l'État, se réunissait pendant toute cette période, toutes les 2 semaines. Fidel Sarasoro, ex-coordonnateur de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration des ex-combattants, présente le bilan du processus DDR, des anciens combattants devant le département de maintien de la paix de l'ONU. Au cours de ce processus, 44 000 armements, dont 14 000 armes, ont été recueillis. Environ 70 000 ex-combattants ont été réintégrés. Nombre d'entre eux ont été réinsérés. Et même s'ils désarmaient, ils n'étaient pas acceptés dans leur communauté. La resocialisation, je pense que ça a été la plus grande réussite du DDR en Côte d'Ivoire. Ce sont des ex-combattants qui fabriquent des pavés à partir de déchets plastiques, la construction et autre chose. Pour l'ambassadeur Bouakamon, représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU, le succès du processus DDR en Côte d'Ivoire tient également à une réforme du secteur de la sécurité robuste et à la mise en œuvre d'un concept de resocialisation des ex-combattants. Les récentes manifestations dans l'armée éclairent sur la nécessité d'accélérer la réforme du secteur de la sécurité et le professionnalisme de l'armée nationale afin de donner aux soldats ivoiriens une identité républicaine. La haute représentante des Nations Unies pour les affaires de désarmement, Itsumi Nakamitsu, a affirmé au cours d'une table ronde de haut niveau au siège de l'ONU à New York que la Côte d'Ivoire est un exemple en matière de DDR. L'exemple ivoirien tel que présenté par Fidel Sarasoro pourrait éventuellement servir d'exemple à d'autres pays de la sous-région qui connaissent une certaine précarité en matière de sécurité post-crise. Montant total du processus DDR en Côte d'Ivoire, 100 milliards. La contribution de la Côte d'Ivoire s'élève à environ 70% du montant. Il a décidé de rentrer chez lui en Côte d'Ivoire, un retour motivé par son ambition d'apporter sa contribution au développement du pays. Lui, c'est Ibrahim Koulibaly, est chef de cabinet de celui qu'on surnommait IB, ou si vous voulez, Ibrahim Koulibaly. Il a été reçu dès son arrivée par la ministre Maria Toukone. Sidonie Davila pour plus d'explications. Timité Vassetou Ben Rassoul, ex-chef de cabinet d'Ibrahim Koulibaly dit IB, signe son retour sur sa terre natale. Parti depuis 2011, Ben Rassoul fait partie des Ivoiriens qui ont fui le pays pour se réfugier au Ghana voisin à l'issue de la crise post-électorale de 2010-2011. Il faut saluer ce genre d'initiative à leur juste valeur.
en saisissant la main tendue des autorités, je pense avoir joué mon rôle qui est, n'est-ce pas, de faire en sorte de contribuer à l'éclosion d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Je voudrais exhorter les autres frères qui sont encore hors du pays, au Libéria, au Ghana, etc., à regagner leur pays. Il n'y a pas d'inquiétude. Il ne peut y avoir d'émergence véritable sans cohésion sociale. Donc, c'est ensemble que nous allons mener à bien cette cohésion sociale-là. Plaisir de retrouver les siens, surtout plaisir pour ce désormais ex-réfugié de rattraper le temps perdu en contribuant au développement de son pays. Mon combat sera d'éduquer la jeunesse estudiantine scolaire aux médias et à la démocratie. Le manque de culture civique, le manque de culture citoyenne là, les amène à poser un certain nombre d'actes. Donc il faut combler ce déficit éducationnel là. Si Ben Rassoul a décidé de faire un retour au bercail, c'est bien grâce au gouvernement qui, à travers son ministère de la Cohésion sociale, encourage les exilés à un retour définitif. Pour l'État de Côte d'Ivoire, le retour de ces réfugiés est un enjeu pour la réconciliation nationale et l'une des priorités du président Alassane Ouattara. Ce matin, à son cabinet, la joie était à son comble pour la ministre Mariatou Koné, pour qui le retour de chaque exilé est une bataille presque gagnée. Je suis très heureuse. Depuis que je suis là, on a l'habitude de voir des pro-Gbagbo. Aujourd'hui, on a un pro-IB et ainsi de suite. Et je pense que l'émergence est en marche, la cohésion sociale est en marche. Tous ceux qui sont rentrés sont là, on n'emprisonne pas. Il n'y a pas de problème, il faut revenir chez soi. La ministre Mariatou Koné a réaffirmé la volonté du gouvernement à ne ménager aucun effort pour le retour du contingent résiduel de réfugiés ivoiriens. Une mission au Libéria est annoncée en début de semaine prochaine. Voilà, Timothée Vassetou est donc de retour chez lui en Côte d'Ivoire. Il a été reçu, vous l'avez vu, par la ministre Mariatou Koné. Dans l'actualité judiciaire en Côte d'Ivoire, le procès de Michel Gbagbo, le fils de l'ancien président ivoirien, a été reporté au 30 juin prochain. L'annonce a été faite par le procureur et l'avocat de l'accusé. Michel Gbagbo, poursuivi pour divulgation de fausses informations, devrait comparaître en même temps que le directeur général du site d'information Kouassi.com, Laurent Depa. Les deux hommes inculpés le 26 mai 2016 ont été laissés en liberté par le procureur de la République. Les ministres de la Santé humaine et animale des États membres de la CEDEAO étaient en conclave à Abuja, au Nigeria. Le but de la rencontre, créer une synergie régionale afin de contenir toute épidémie, qu'elle soit de source humaine ou animale. La Côte d'Ivoire était représentée à ces assises par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Victorine Yaoyoboué, Francis Boifo signe ce reportage. Les Ivoiriens se souviennent encore des restrictions imposées par Ebola. Pourtant, la Côte d'Ivoire n'a pas connu de cas d'Ebola pendant que cette épidémie faisait plusieurs victimes en Guinée et au Libéria voisin. La synergie d'action au niveau des États membres de la CEDEAO a permis tant bien que mal de circonscrire l'épidémie. La zone CEDEAO a tiré les leçons de la gestion de cette crise sanitaire et veut faire mieux. Les ministres de la Santé humaine et vétérinaire se sont donc rencontrés à Abuja, au Nigeria. Le but, définir une vision commune en matière de santé pour prémunir les populations de ce type d'épidémie. Le ministre des Ressources animales et halieutiques représentant la Côte d'Ivoire à cette rencontre a souhaité une collaboration plus accrue entre les ministères de la Santé, ceux des Ressources animales et halieutiques, des eaux et forêts, ainsi que de l'environnement. Car les épidémies proviennent généralement de ces milieux, selon Kobina Kouassi Adjoumani. Le conclave d'Abuja, placé sous l'égide de la FAO et de l'OMS, marque un nouveau départ dans la riposte concertée contre les épidémies dans la zone CEDEAO. Nous partons maintenant pour la France, où le ministre des Transports est en mission. Le ministre Amadou Koné et son homologue burkinabé ont échangé avec les responsables du groupe français Bolloré. L'entretien a porté sur le projet de réhabilitation du chemin de fer à Abidjan-Kaya, une rencontre qui intervient justement à 3 semaines du 6e sommet du traité d'amitié et de coopération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Les détails avec notre envoyé spécial en France, Mamadou Kouassi. À la dernière session du traité d'accord et de coopération de la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso,
Les deux parties ont décidé de la réhabilitation du chemin de fer à Abidjan-Kaya, d'un coût global d'environ 262 milliards de francs CFA. Les travaux seront réalisés par l'entreprise française Bolloré. Mais depuis quelques mois, un retard est constaté dans le début des travaux. Pour mieux comprendre cette situation, le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, et son collègue du Burkina Faso en charge des transports échangent ici à Paris, dans la capitale française, avec les responsables de l'entreprise en charge des travaux. Le prochain sommet, c'est dans 3 semaines. Donc nous avons voulu, en tout cas ensemble, pouvoir revisiter, comprendre ensemble qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui fait que ça piétine. Le concessionnaire, effectivement, qui finance, il y a des raisons financières qu'ils avancent, ce qui est normal, qui est tout à fait normal. Alors nous, les deux pays, nous, ce que nous souhaitons, c'est que nous puissions réaliser en tout cas ce projet qui est capital pour nous. Les responsables de l'entreprise Bolloré ont présenté aux différentes délégations les problèmes rencontrés dans la réalisation de ce projet. Qu'on soit bien d'accord sur les perspectives de trafic et les priorités à donner. Nos équipes vont travailler dans les 2 semaines qui suivent de manière à proposer aux autorités les derniers contours du projet de manière à avancer encore une fois très vite. Le ministre Amadou Koné et son collègue du Faso ainsi que la partie française se sont donné rendez-vous dans les jours à venir en vue de finaliser le dossier. Après cette rencontre, la délégation ivoirienne conduite par le ministre Amadou Koné a échangé avec des opérateurs économiques, des hommes d'affaires venus présenter au ministre et à sa délégation un projet de modernisation du système du transport public abidjanais. Un projet portant sur la fourniture de 500 autobus annuellement à la Sotra et la construction à Abidjan d'une usine de montage d'autobus. Cette entreprise, au dit de ses responsables, veut contribuer à la politique de modernisation et de professionnalisation du secteur du transport public ivoirien, déjà entamée par le gouvernement. En France, en Côte d'Ivoire, comme partout ailleurs, l'attention est portée sur les veuves. C'est leur journée aujourd'hui. Cette journée a été instituée par les Nations Unies en décembre 2010 et vise à attirer les regards des dirigeants sur la situation des veuves. En Côte d'Ivoire, cette journée justement a été marquée par un hommage à ces femmes veuves qui se battent pour subvenir à leurs besoins et à ceux de leur progéniture. Serge Kolia. Depuis l'institution de la Journée internationale de la veuve en décembre 2010 par l'Assemblée générale des Nations Unies, l'ONG Minoj, le ministère international de la nouvelle génération, en a fait son cheval de bataille. Chaque année, le Minoj sensibilise l'opinion pour une meilleure défense des droits des veuves. Pour l'édition 2017, plus de 100 veuves ont répondu à l'appel de cette organisation. Il s'agit d'attirer l'attention sur le drame silencieux de ces femmes livrées à elles-mêmes et qui vivent généralement dans des conditions précaires. C'est bien de donner des sacs de riz, de l'huile et tout cela, mais nous avons besoin que les femmes s'épanouissent en travaillant de leurs propres mains. Nous avons besoin de moyens pour installer nos veuves. Nous en avons déjà installé dans les petits commerces, mais cela n'est pas suffisant. Il y en a qui sont dans l'agriculture, à Bordeaux, à Sikensi, à Saint-Fra, mais nous avons besoin d'aide pour les petits projets. Cette année, la présidente du Minoj, Béni Marthe Dion, rend hommage aux femmes battantes. Chaque année, nous distinguons les veuves modèles, les veuves qui se mettent au-dessus de la souffrance, de la misère, du rejet, de la solitude, pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants. Le Minoj a également rendu hommage à la première dame Dominique Ouattara en lui décernant un prix pour ses actions en faveur de la veuve et de l'orphelin. Plusieurs associations ont été distinguées pour leurs actions caritatives. Dans le monde, plus de 100 millions de veuves vivent en dessous du seuil de pauvreté selon l'ONU. Elles sont parfois victimes de discrimination, déshéritées, accusées de sorcellerie, expulsées du domicile conjugal. La situation est souvent des plus désastreuses. Avec courage, bravo, ces veuves s'occupent de leur famille. Justement, la journée de la famille, on en parle également dans cette édition. Le Conseil régional du Sud Comoé vient d'organiser sa première édition de la fête de la famille, une célébration pour mettre la cohésion sociale au centre de sa politique de développement. Le reportage de Kwasi Mamadou. La famille, cellule de base et socle de la société, doit être le fondement d'une nation prospère.
Et le Conseil régional du Sud Comoé a décidé d'axer sa politique de développement sur ce pilier de la société, tout en renforçant la cohésion sociale et la paix dans cette région du sud-est de la Côte d'Ivoire. Pour le faire, une journée dédiée à la famille est organisée. C'est déjà le point de départ de cette cohésion qui est recherchée au plus haut niveau, de cette solidarité, c'est la manifestation au niveau de la famille, et donc célébrer l'homme et la femme. Sans l'homme et la femme, le monde n'existe pas, voyez-vous. Donc jusqu'ici, on l'a fait à titre principal pour les mamans, mais n'oublions pas que la maman seule, quel que soit ce qu'elle est, ne peut pas faire d'enfant, donc il faut associer l'homme. Pour cette première édition, ce sont 1000 familles de 5 départements qui ont été honorées malgré la forte pluie tombée sur la région ce samedi. Chefs traditionnels, chefs de communauté, leaders religieux, autorités administratives, tous ont été félicités pour leurs différentes actions pour le bien-être des différentes familles. La ministre de la Solidarité, de la Protection de l'enfant et de la famille, professeur Maria Toukone, salue l'initiative du président du Conseil régional du Sud Comoé, Dr Eugène Akaole et de ses collaborateurs. Elle invite par ailleurs les populations à préserver les vertus de la famille pour une nation prospère. La cohésion sociale et la paix doivent commencer dans la famille. Le président Félix Houphouët-Boigny nous a appris que la paix, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. Ce comportement, on l'acquiert au sein de la cellule familiale par les valeurs que les parents enseignent aux enfants. Mais ce comportement découle aussi de ce que les parents offrent comme modèle ou vécu quotidien à leur progéniture. Les différents intervenants ont salué l'engagement des populations à préserver les valeurs familiales. Les représentantes de la première dame Dominique Ouattara et de la présidente de l'ONG Servir, Henriette Konan-Bédier, ont rassuré la population de la volonté de leur fondation à contribuer au bien-être familial à travers des assistances sociales et des activités génératrices de revenus. On passe maintenant au 8e jeu de la francophonie. Le ministre des Sports et des Loisirs, François Amicha, a visité les différents sites qui vont abriter les compétitions sportives et culturelles des 8e jeux de la francophonie. Pour lui, la Côte d'Ivoire est prête pour accueillir ce grand événement. Issa Tchonoyeo. Le ministre des Sports sur les sites des infrastructures des 8e jeux de la francophonie, accompagné par le ministre auprès du président de la République en charge de ces jeux, Robert Mambé. Le ministre Amicha François a visité le stade Félix Houphouët-Boigny, la salle polyvalente, le stade Vélodrome, l'espace Canal au Bois et le village des Jeux. On peut être satisfait et on peut être fier du travail qui a été accompli par les différentes équipes qui travaillent sous la supervision de monsieur le ministre auprès du président de la République chargé de l'organisation des Jeux de la francophonie. C'est l'expertise ivoirienne, c'est la volonté et la détermination du gouvernement et c'est surtout les conseils du Comité international des Jeux de la francophonie qui nous a aidés depuis le début. L'Institut national de la jeunesse et des sports, INJS, a changé de visage à la grande satisfaction du ministre des Sports. En tant que ministre de tutelle de l'Institut national de la jeunesse et des sports, que notre institut, notre centre de formation se trouve totalement transformé. L'INJS, au sortir des 8e Jeux de la francophonie, disposera des infrastructures qui ne seront plus à dimension nationale, mais qu'il faudra envisager à dimension internationale. Le secrétaire général de la Conféges, conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie, satisfait de la réalisation des travaux, lance un appel aux pays participants. Nous sommes venus aussi constater, pour lancer le message à tous les pays membres qui désirent envoyer des athlètes, leur assurer qu'ils peuvent même venir plus tôt, commencer les entraînements, découvrir les infrastructures et participer effectivement aux Jeux. Le ministre des Sports, Amicha François, a indiqué que la Côte d'Ivoire est fin prête, à moins d'un mois de l'événement, à accueillir ces Jeux. Et ce grand rendez-vous mondial est annoncé pour le 21 juillet prochain. En religion à présent, la communauté musulmane sunnite de Mans est en crise depuis près de 3 ans. Le point d'achoppement se situe sur la gestion de biens matériels, dont une mosquée et une école. Le directeur général des cultes, sur instruction du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, s'est rendu dans la ville de Mans pour tenter de concilier les deux parties. La correspondance d'Ève Bouy.
C'est en 2014 que la crise au sein de la communauté sunnite de Mans est intervenue. À l'origine, un conflit d'intérêts sur la gestion d'une partie du patrimoine, en l'occurrence la mosquée principale sise au quartier d'Omoro et l'école franco-arabe sur le même site. Cette crise qui empire au fil du temps met aux prises deux tendances. L'AMC, Association des musulmans sunnites de Côte d'Ivoire, et l'ACI, Association des compagnons de l'islam. Plusieurs fois, des affrontements ont éclaté entre les deux camps. Ceux du 7 juin 2016 se sont soldés par de nombreux blessés, le saccage du siège régional de l'AMC et de la radio Al-Foukan. À l'issue de ces incidents, les autorités administratives locales ont fermé l'école et la mosquée en attendant qu'une solution soit trouvée entre les protagonistes. Dès lors, de multiples tentatives de règlement à Abidjan comme ici à Mans n'ont pu aboutir. Et le 6 juin 2017, des femmes se réclamant d'une tendance, notamment celle de l'association des compagnons de l'islam, assiègent l'enceinte de la mosquée, bravant ainsi l'autorité étatique. Pour une sortie de crise pacifique, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a dépêché sur place le directeur général des cultes. Après 48 heures de pourparlers, aucune issue heureuse n'a pu être trouvée. Le directeur général des cultes, Bamba Messamba, demande aux femmes qui ont assiégé la mosquée de rentrer chez elles car le site reste fermé jusqu'à nouvel ordre. Il exhorte en outre les deux parties en conflit à tout mettre en œuvre pour préserver la cohésion sociale au sein des populations de Mans. Il s'agit de guides religieux, il s'agit de croyants et ils ont entre leurs mains le livre saint, le Coran. Et toutes ces questions dont nous débattons aujourd'hui ont leur solution dans ce Coran. Je voudrais profiter pour appeler au calme tous les camps, qu'ils mettent bas à terre et que la solution se trouve entre leurs mains. Il s'agit tout simplement qu'ils se donnent le temps de s'asseoir, d'avoir le courage de s'asseoir face à face. Ils pourront obtenir un point de rapprochement. Il est donc primordial d'obtenir coûte que coûte ce point de rapprochement pour que la paix revienne définitivement au sein de la communauté sunnite de Mans. Et espérons donc que le mois de Ramadan, mois de pardon, de partage, sera donc mis à profit par la communauté musulmane sunnite à Mans. Justement, parlant du Ramadan, ce soir à 20h, nous nous intéressons à l'obligation de la zakat el-fitr ou aumône de la purification du jeûne. Pourquoi faire cette aumône? Comment la faire et surtout à quel moment? Élément de réponse avec Ami Sissoko. Bientôt la fin du jeûne musulman. Ce jeûne ne sera agréé par Allah que si le fidèle musulman s'acquitte de la zakat el-fitr, l'aumône de la rupture, l'aumône de la purification du jeûne. La zakat el-fitr, c'est un élément même clé même du jeûne. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la personne qui n'a pas fait la zakat el-fitr, la récompense de son jeûne va se suspendre entre les cieux et la terre. La récompense ne va pas atteindre Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. La zakat el-fitr consiste à faire don de denrées alimentaires à ceux qui sont dans le besoin. C'est une obligation pour tout musulman ayant les moyens. Sa valeur est comprise entre 1250 et 1500 francs CFA, soit 2 ou 2,5 kg de céréales par personne. Il y a beaucoup aussi qui me demandent comment ça se fait. Il veut faire zakat fixe, mais il ne sait pas avec quel riz il fait. Donc je leur dis, riz que tu manges là, c'est ça que tu dois faire. Si c'est du riz je consomme, je donne ça en riz. Si c'est du mil, je donne ça en mil. Si c'est du sorgho, je donne ça en sorgho. Ce que je consomme toujours, c'est ce que je dois donner. Le chef de famille doit faire la zakat el-fitr. Il doit faire pour ses enfants, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans son autorité, même un enfant qui est venu au monde avant la prière, c'est-à-dire cet enfant, ce bébé, on doit prélever sa zakat el-fitr. Cette aumône est obligatoirement remise aux nécessiteux. Elle peut être donnée soit en nature, soit en numéraire. C'est aussi une aide, un acte de solidarité à l'égard des pauvres afin qu'ils soient à l'abri du besoin le jour de la fête. Nous donnons du riz, mais souvent on calcule la valeur en argent et nous donnons à la mosquée ou bien à des nécessiteux. Peut-être 2,5 kg. C'est comme ça que je calcule le nombre de mes personnes que je dois payer pour elles. Et je paye ça comme ça en argent. Et aller amener ça à un imam. Il est beaucoup vieux.
Il ne travaille plus, il est à la maison avec sa famille. On peut donner ça 3 jours avant la fête, 2 jours avant la fête, mais le dernier moment, c'est avant d'aller à la prière. La zakat el-fitr ou l'aumône de la purification du jeûne est différente de la zakat el-mal, l'aumône sur les biens, l'un des piliers de l'islam. Hors de la Côte d'Ivoire, en République démocratique du Congo, des affrontements à l'arme lourde entre des miliciens et l'armée ont fait 16 morts. 2 positions des forces armées de la RD Congo ont été prises pour cible hier matin dans la ville de Béni, province du Nord Kivu, dans l'est du pays. Les forces armées ont repoussé les assaillants avec l'aide des casques bleus. La région de Béni est endeuillée par de multiples attaques des rebelles qui ont fait plus de 300 morts parmi les civils. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention. On se retrouve avec le même plaisir demain à la même heure.